En fait, je suis très contente de pouvoir parler aujourd'hui de la manière laquelle nous gérons la gouvernance dans le canton de Berne pour les écoles moyennes, en prenant l'exemple de la gestion de la qualité. Vous l'entendez probablement, je ne suis pas tout à fait bilingue, mais je suis confiante qu'on va quand même se comprendre. Voilà, prochaine. Oui, vous le voyez, on va partir d'une question très générale euh, pour aller vers des aspects plus concrets, pour parler à la fin de la mise en œuvre pratique d'une évaluation externe dans le canton de Berne. Oui. Euh, Liberté ou contrôle, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier? Je pense ça c'est quelque chose qui nous concerne tous et nous avons tous en tête des images positives mais aussi négatives liées aux deux notions. Et bien sûr, dans le canton de Berne, on parle ni de liberté ni de contrôle, mais on parle plutôt des institutions, donc des écoles qui sont partiellement autonomes. Et c'est une des tâches de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle de surveiller et aussi de assurer le controlling. On a d'autres tâches, bien sûr, mais si on pense à ces deux notions, liberté et contrôle, ça c'est comment on fait. Et je pense qu'avec avec ce système, on essaie vraiment d'instaurer une responsabilité partagée que Martin Keller a mentionné dans sa présentation. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette responsabilité partagée? Bien sûr, on a noté des choses dans nos bases légales, c'est clair, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors, l'Office des écoles moyennes, la formation professionnelle, elle a des conventions avec les écoles moyennes publiques. Et à la base, toutes ces conventions ont le même contenu. Donc, on a les mêmes exigences, les mêmes conditions cadres pour toutes les écoles. Et avec ces conventions de prestations, on fixe, si on veut, la liberté qu'ils ont, qu'elles ont, les écoles, mais aussi les limites de cette liberté. Euh, on a aussi de l'autre côté, on a le controlling. En général, on utilise trois moyens pour le controlling. On a les entretiens RC, comme on les appelle, les entretiens de reporting et controlling. On a la comptabilité, c'est-à-dire on vérifie l'utilisation des ressources par les écoles. Et on a aussi les évaluations externes. Oui, et tout ça, bien sûr, comme j'ai mentionné, ça se base sur les bases légales bien sûr suisse, cantonale, les plans d'études, etc. Donc, jetons un regard sur ces conventions de prestation. Qu'est-ce qu'on a dedans un peu plus concrètement? Les conventions de prestation définissent les produits que les écoles doivent fournir. Un produit, c'est un peu, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un très générale, la formation gymnasiale ou une école de culture générale, la formation, mais aussi la mise en œuvre de projets cantonaux. Euh, on fixe aussi des buts dans les conventions de prestations, par exemple les résultats attendus dans les enquêtes standardisées concernant le climat, par exemple. Et on a aussi des objectifs qui sont liés à la qualité. Gestion de qualité, on va en parler encore tout à l'heure, donc je ne rentre pas trop en détail ici. Je trouve que c'est important de mentionner qu'on définit aussi les ressources dedans. Donc, toutes les écoles n'ont pas seulement les mêmes exigences, mais aussi elles ont les mêmes ressources. Par exemple, c'est défini combien de leçons reçoivent le personnel cantonal pour nettoyer les bâtiments, le budget, leur infrastructure. Et on fixe aussi les règles, comment se passe le controlling dans ces conventions de prestation. Et comme j'ai mentionné, un de ces moyens, c'est l'entretien RC annuel. Pardon. Donc, comment est-ce que un entretien comme ça se déroule? L'école, elle fait le bilan de l'année scolaire passée et elle nous raconte les événements marquants pour elle. Et après, on se concentre surtout sur trois domaines. Un domaine, c'est l'enseignement.
un domaine, c'est la conduite du personnel et bien sûr aussi l'utilisation des ressources. Et pour chaque domaine, nous avons un tableau de planification pluriannuel. Donc, comment est-ce que c'est? Ça, c'est l'exemple. C'est comme ça. C'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on utilise. Et on voit tout à gauche, on a les processus clés. Et puis, ces processus clés peuvent avoir plusieurs points principaux. Et puis, on a la colonne avec les objectifs. Et puis, l'école, la colonne qui est vide ici, elle remplit pour préparer cet entretien RC, elle remplit si elle a pu atteindre les objectifs. Et après, vous voyez, il y a encore les objectifs pour 2025, 2026, etc. Donc, quand on parle avec les écoles dans cet entretien de RC sur est-ce qu'ils ont atteint ces buts, pourquoi pas, si oui, c'est très bien, et puis on fixe les objectifs. Donc, les écoles peuvent d'abord fixer leurs objectifs elles-mêmes. Parfois, c'est nous aussi qui disons, voilà, ça doit être un objectif pour l'an prochain. Et très souvent aussi, pendant cet entretien, on trouve ensemble les objectifs à fixer. Donc, c'est comme ça que ça marche en général. Oui. Comment ça se passe maintenant pour la gestion de la qualité? Alors, on retourne aux conventions de prestation, on se réfère à la systématique de Q2E et on a deux bases, deux principes fondamentaux. Bon, la première base, c'est qu'on attend de l'école qu'elle doit avoir des valeurs et des exigences de qualité négociées et aussi portées par tous les enseignants. Et la deuxième base, c'est que l'école se comprend elle-même comme une formation qui est en constante amélioration. En plus de cela, on a 5 piliers que toutes les écoles doivent respecter. Donc, l'école doit définir par elle-même une stratégie claire et elle doit planifier oui, créer sa gestion de qualité, son système de gestion de qualité. Elle est responsable du pilotage et du programme, c'est-à-dire l'école doit définir les rôles, les compétences, elle doit avoir un concept, une documentation, etc. Euh, avec le troisième pilier, on parle des mesures individuelles de qualité. Donc ici, on attend que l'école met à disposition plusieurs éléments pour les enseignants, pour que les enseignants puissent améliorer l'enseignement. Un point qui est obligatoire pour toutes les écoles, c'est le feedback des élèves, parce que pour nous, ça, c'est vraiment une mesure, un élément clé. Et quelque chose qu'on encourage fortement, c'est les visites entre pairs. Mais les écoles peuvent toujours avoir d'autres mesures aussi. Et c'est aussi les écoles qui définissent le cycle de qualité. Il y a les écoles, pardon. Les écoles, ils peuvent dire, voilà, le cycle de qualité est de 1 année ou de 2 ans. C'est à eux de choisir. Quelque chose que nous, on attend, c'est que les mesures individuelles sont abordées lors de l'entretien d'évaluation personnelle, que les enseignants disent ce qu'ils ont fait lors de ce cycle de qualité, qu'ils parlent de ce qu'ils ont appris, du feedback des élèves, etc. Quatrième pilier, les mesures institutionnelles de qualité. Ça, c'est surtout les auto-évaluations par les écoles, par exemple, les évaluations des certains projets qu'elles ont fait, et aussi que les écoles prennent en compte les résultats des enquêtes externes. Nous avons tous les 3 ans les enquêtes qui sont par le TSEMTES, c'est les enquêtes standardisées auprès des classes terminales et auprès des diplômés. Et aussi lors des RC, lors des entretiens RC, on en parle. Cinquième point, qu'on va regarder, je regarde un peu l'heure, mais je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps. C'est, voilà, le cinquième pilier, c'est les évaluations externes de la gestion de la qualité. Donc, environ tous les 7 ans, chaque école est évaluée. On a les évaluations externes par TEMTES
Actuellement, on fait les évaluations par étapes. J'ai mis un lien dans ma présentation, donc les gens qui sont intéressés peuvent aller regarder sur leur site comment ça marche. Et c'est la troisième fois qu'on évalue les écoles euh, par une évaluation externe. Euh, pour nous, on a plusieurs buts qu'on veut atteindre avec cette évaluation externe. Bien sûr, un des buts de notre côté, c'est notre responsabilité, c'est notre tâche de faire le controlling. Et donc, on a choisi certains aspects de la gestion de qualité qu'on veut voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que toutes les écoles mettent ça bien en œuvre? Et donc, on a défini trois questions clés sur la gestion de qualité qui sont la même pour toutes les écoles. Puis après, c'est aussi la responsabilité de l'école, voilà, de démontrer leur gestion de qualité. Donc, c'est à l'école de choisir une à deux questions clés sur un autre aspect, la gestion de qualité. Et après, on voudrait aussi que l'école puisse vraiment profiter de ce moment et pour développer quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui les préoccupe. Et donc, ils peuvent choisir un thème et avoir 5 à 6 questions clés qui sont évaluées par TEMTES. Oui, nos questions pour ce cycle, ce sont ces trois que vous pouvez lire vous-même. La première, elle touche au feedback des élèves. La deuxième concerne les entretiens d'évaluation personnelle. Et la troisième, donc ça c'est la première c'est pour un pilier, la deuxième c'est un pilier et la troisième question c'est sur la base. Donc est-ce que l'école a une vision commune de ce que c'est le bon enseignement? Euh, donc aussi pour le déroulement de l'évaluation, on essaie d'avoir cet équilibre entre liberté et contrôle. Ça veut dire on a choisi des moments. Alors, vous voyez à droite, vous voyez où la section des écoles moyennes participe. Ça s'appelle la SEM. Et puis à gauche, vous avez le déroulement de cette évaluation en étapes. Et nous, comme SEM, on est là tout au début avec nos trois questions clés. Et aussi pour une petite session de kick-off où tout le monde se présente et où on parle très généralement de cette évaluation. Et puis, après la première collecte de données, on participe aussi à la discussion des résultats. Et puis, on n'est plus là pendant un bon moment. L'idée, c'est que nous sommes là où il y a des moments de régulation pour cette évaluation, pour qu'on puisse vraiment oui, mettre en œuvre notre tâche de surveillance, mais on n'est pas là tout le temps parce qu'on veut aussi donner à l'école la possibilité à l'équipe de TEMTES de faire ça aussi tranquillou. Donc, le moment où il y a la discussion de rapport, on participe pas du tout. Et après, quand le rapport est là, c'est là où on revient. Parce que le but, c'est pas d'avoir un rapport avec des jolies recommandations et de le mettre dans un tiroir. L'idée, c'est vraiment d'utiliser euh, ces recommandations. Et ce qu'on fait, c'est on fait une séance avec les écoles et on discute ces recommandations. Euh, Chacun de son côté a probablement déjà priorisé qu'est-ce qui est important pour lui, s'il voit ses recommandations. Et très souvent, quand on a ces séances, on voit que on a priorisé les mêmes. C'est les mêmes recommandations qui sont importantes, aussi pour l'école et aussi pour nous. Ça arrive de temps en temps qu'on est au début pas d'accord et puis on discute. Il y a des moments, c'est très rare, mais si on a des moments où l'école ne veut pas mettre en œuvre quelque chose, mais que nous, on trouve très important, on insiste. Ce qui est important à noter, c'est que l'école a vraiment la liberté de la méthode de mise en œuvre. Par exemple, si dans le rapport, c'est écrit qu'il faudra avoir un groupe entre le corps enseignant et la direction pour promouvoir la participation des enseignants.
nous, on ne va pas dire à l'école comment ils doivent faire. C'est l'école qui décide comment ils font. Mais nous, après, on veut voir le papier, comment ce groupe est créé, quels sont les rôles, quelles sont les responsabilités. On fait un PV et on prend ces résultats dans le prochain entretien RC. Et là, j'espère que euh, que vous vous rappelez de cette grille. Vous voyez ici, alors l'école a écrit comme objectif qu'elle a atteint, que les résultats ont été discutés avec nous. Et elle a déjà mis les nouveaux objectifs pour 2025 qu'elle veut mettre en œuvre et les recommandations 1, 2, 4 et 6 de ce rapport. Et comme ça, on est sûr qu'on va en parler de la mise en œuvre de ces recommandations les années à venir. Oui. Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre autonomie partielle et surveillance? Euh, pour nous, nous nous efforçons vraiment de créer un cadre clair et aussi justifié en laissant aussi une marge de manœuvre suffisante pour l'école. Nous essayons vraiment de communiquer très clairement nos exigences, euh, mais aussi de donner à l'école des ressources et aussi le temps nécessaire. Et pour nous, c'est important aussi de garder une certaine souplesse. Si l'école nous dit qu'elle n'a pas pu faire ou qu'elle n'a pas pu mettre en œuvre la recommandation numéro 2 parce qu'il manquait de ressources, parce qu'ils ont un grand projet de construction et qu'ils voudraient remporter cet objectif, bah, ça peut être une possibilité. Mais il y a aussi des limites. Si une mesure est reportée trop longtemps, nous rappelons l'école qu'il est vraiment temps d'agir. Oui, c'est comme ça que nous essayons de trouver cet équilibre et je suis à votre disposition pour toutes les questions. On m'a dit de laisser quelques minutes pour des questions, donc on a encore 4 minutes si quelqu'un voudrait bien poser une question.